Ici, c'est moi, perdu à 3000 km de mon pays, plongé dans l'une des situations les plus cauchemardesques de ma vie. On se casse, on en a pour 1 jour et 3 heures de route. Avant de penser que je suis encore un énième gars qui se plaint pour des clics faciles, eh bien laisse-moi te montrer un avant-goût de la réalité. La vitre est défoncée, Mathias a perdu plus d'affaires que moi sur ce coup-là. Imagine avoir perdu l'équivalent de 3500 € de matos avec seulement 2 t-shirts restants, un compte en banque qui commence à ressembler à un désert financier et tout ce qui me reste c'est une caméra, un MacBook et quelques euros. Maintenant, tu te demandes probablement comment j'ai pu en arriver là. Accorde-moi une chance de remonter le fil de cette histoire, de te montrer comment une idée audacieuse, une chaîne YouTube et une passion pour l'aventure ont convergé vers ce voyage épique qui a fini par mal tourner. En 2022, avec mon compère Yann, on a lancé la chaîne YouTube Le Bourbistan. Ouais, le nom c'est une fusion entre bourbier et stan, parce que soyons honnêtes, les pays en stan c'est plutôt marrant. On a posté quelques vidéos, dont une sur ma terre natale, La Réunion, qui a fait exploser notre chaîne. Fort du succès de nos premières vidéos, on s'est dit pourquoi ne pas investir dans un van aménagé et partir à l'est pour une aventure de plusieurs mois. C'était le plan parfait. Du moins, c'est ce qu'on pensait. On a dégoté un van décent sur le Bon Coin et en novembre dernier, j'ai décidé de quitter mon job pour me consacrer entièrement à ce projet. Rénovation du van, ajout d'une tente de toit pour nos moments de tranquillité, mais malgré tous nos efforts, la recherche de sponsors s'est avérée être un échec cuisant. Quelques semaines plus tard, après des péripéties dignes d'un film, on était finalement prêt. On a sorti une vidéo marrante sur la présentation du van vue par quelques courageux, et Balthazar, notre fidèle monture, était enfin prêt pour braver du bitume. Bercés par la monotonie des paysages défilant devant nous, les kilomètres s'étiraient instaurant une atmosphère presque hypnotique, une transition subtile entre l'excitation initiale du départ et la contemplation silencieuse. Pris dans un état, le pare-brise. Ainsi, notre périple commençait lentement à prendre forme, une toile vierge se colorant peu à peu de promesses de découverte et d'aventure. Ce que tu viens de voir à l'instant, c'est tout simplement la caméra de Yann qui a rendu l'âme. Nous plongeons dès le début dans une situation fâcheuse à peine partie de notre périple. Les premières secousses de cette aventure tant attendue étaient bien plus intenses que prévu. Mathias, mon appareil photo, c'est de la merde. Notre objectif initial était de rejoindre la Slovénie pour y retrouver Borna, qui m'avait gentiment invité chez lui. Si tu ne sais pas qui c'est, je vais la faire courte. On s'était rencontrés lors de mon premier périple en Slovénie et on a fini arrêté par les flics car on avait escaladé une tour illégalement. Une rencontre comme tant d'autres en soi. Ce jour-là, il m'avait fait la promesse de me faire visiter sa maison après nos péripéties à Ljubljana. Arrivant de nuit, nous n'avons découvert le magnifique paysage que le lendemain matin. En ce premier jour de voyage, nos âmes d'enfants se sont réveillées et, avouons-le, ça a donné lieu à quelques comportements plutôt étranges. Oh, that's a skill. I was born for this. When I was in Higho, I was in a frame with my father. I was doing this all my day, you know, drink a lot of alcohol. Just a normal day in American life. Fuck, where the hell are you two coming from? Things for slow motion. Have you ever thought about going elsewhere? Not seriously. I mean, I really love my house here. I mean, I wouldn't leave this place forever. Ever. It's really a gem of a location my family has here. Like wherever you would go, like people are killing for it. I have a lot of space around. I have no neighbors. I would like this place to be a very nice resort for tourists. Matthias, you're so hot. I would do anything for you. Just having this maybe a nice atmosphere around holidays. People would exchange here and have a nice time, or somebody would be able to tell a nice story by the fire. But yeah, these are just thoughts and dreams. First of all, I would definitely like to be an actor or just have a successful video company. Vous avez vu ça, c'est le visage du seum. Mon Fuji, il a 3 ans, il m'a lâché comme un con. Cet homme est triste. Bah, en même temps, coûte 2000 balles le merdier, ça fait chier. Hein. Yann ne pouvant pas rester sans caméra, on a donc démarré la mission, lui trouver une bécane convenable sans vendre un rein.
Bah écoute, 2 jours de voyage, 1200 € de frais d'appareil photo. J'espère que je vais pas regretter quoi. J'étais maintenant de retour à Ljubljana, 1 an après ma mésaventure avec la police slovène. Le timing a fait qu'on y a été pendant les fêtes de la Saint-Nicolas, une fête célébrée dans plein de pays d'Europe, dont le déroulement peut différer selon les régions, mais en gros ça consiste à Saint-Nicolas, qui récompense de friandises les bons comportements des enfants, assisté de petits démons qui sont chargés de punir ceux qui ont été pas très sages. Bizarrement, Yann en a reçu, mais moi non. Je sais pas trop quoi en penser, mais... See myself go there, but I never take action and say, hey, I'll call my friends, we'll arrange the plan and go to Antarctica or whatever, or go to Egypt to see the pyramids. The first thing that I would like to visit is the pyramids. That sounds very cool. Je t'encourage vivement à le faire mon ami, les expériences les plus incroyables se manifestent souvent lorsque l'on en est l'instigateur. Ainsi, il était temps de quitter la Slovénie et de prendre le cap vers la Bosnie. Des amis d'Yann nous y attendaient, et il est donc préférable de pas trop les faire patienter davantage. Pour atteindre la Bosnie, il fallait d'abord faire un petit saut en Croatie pour atteindre la frontière. Mais à l'image du début du voyage, tout n'allait pas se passer comme prévu. Camper or yes. Yes. Ils vont voir que t'es un criminel en Pologne, ils vont pas te laisser passer, tu vois. C'est pas dans mon passeport. Putain, on arrive en Bosnie, gros. Ouais, Incroyable, hein. plus d'internet. N1. Yeah, and Slogan. Yes? it's slogan, yeah. Yeah. It's not possible. Only M1. Cross this border. You must go to Jasenovac. Mon côté, ça. Go. Oh. Easy. This is the small border, cross border. Okay. Must to big. Okay. Jasenovac. Yeah. No. Okay, good. Bye. Hello? Yes. Thank you. Bye. On se prête. Oh, la Bosnie. Putain, les passages de frontières, j'aime pas ça. On a dû se taper 20 bornes supplémentaires pour atteindre cette fameuse grosse frontière. On baptisera par la suite ce genre d'entourloupe une Jasenovac, un brillant hommage à cette perte de temps. Ah oui, j'ai aussi perdu 34 € pour avoir activé internet pour me mettre l'itinéraire sur mon téléphone et en pensant me connecter au réseau croate. Mouais, mais pour rien au monde je ne regrette cette partie du voyage. Keep recording. Don't stop recording. Okay, cheers guys. Welcome in Bosnia. Welcome. This ass with the shit. Like looking how he's putting the button like he's my father using the phone. One. This is how Jan is using the Sony camera now. Avant de commencer ce voyage, Yann m'avait parlé de Ado et Jana, des gens qu'il avait rencontrés lors de son périple en Arménie. Le couple faisait tranquillement un triple en vélo depuis l'Allemagne jusqu'en Iran. C'est tout naturellement que Yann s'est proposé de les aider sur leur périple en les embarquant dans sa voiture de location. C'est ainsi qu'est née une forte amitié. Et après avoir goûté à leur hospitalité, je comprends bien mieux tous ces récits élogieux à leur sujet. On a été invité chez le père de Ado, et comme tu as pu l'observer sur les premières images, on a été accueillis comme des rois à coups de rakia et un repas pour 15. Bienvenue à Yakesh City. Alors, je ne vais pas me prétendre historien, mais il me semble important pour comprendre l'atmosphère actuelle en Bosnie d'évoquer le conflit qui a ravagé la région. Tout démarre en 1980, quand Josip Broz Tito, le dirigeant yougoslave, décède, laissant place à des tensions longuement contenues. Les Serbes, cherchant à centraliser le pouvoir à Belgrade, leur capitale, ravivent ces tensions, ce qui entraîne en 1991 la déclaration d'indépendance de la Slovénie et de la Croatie. La Bosnie et la Macédoine emboîtent également le pas pour éviter de se retrouver seuls face aux Serbes. Les Serbes vivant alors en Bosnie, éloignés de leur patrie, craignant pour leurs droits, déclenchent les hostilités et assiègent Sarajevo avec l'aide de l'armée serbe.
En 1995, les États-Unis soutiendront les forces croates contre l'armée serbe avec des frappes aériennes, aboutissant aux accords de Dayton qui diviseront la Bosnie-Herzégovine en deux entités. D'un côté, la République serbe de Bosnie et de l'autre, la Fédération de Bosnie et Herzégovine. La guerre a profondément marqué la région, laissant des cicatrices qui se traduisent par des relations tendues entre les communautés, caractérisées par l'ignorance mutuelle et la méfiance. Okay, as you can see here, these are the traces from the war. You can see the bullet holes still in the house. This is like an old house, and it's never renewed. It's like still from the 90s here, and it's completely destroyed. Full of holes. So these are the traces of the war in the 1992 till 1995. Enthousiaste à l'idée de voir la présence de visiteurs étrangers dans cette région du pays, le père d'Ado souhaitait nous faire découvrir une fortification connue sous le nom de forteresse de Dobor. Malheureusement, cette forteresse est désormais en ruine, victime des ravages de la guerre. He said like they're building like here protection because sometimes the river is flooding, and all houses there are under the water because the river is getting high in the rainy season or something and it's flooding. So they are building now a protection and they are like directed the river like more like straight. They're not like this zigzag and just straight. So this is just a protection for the houses down there, like a dam or something. He said like years ago you could like go with the car even this road and go up here between the two towers. It was possible to get with the car. I think before the war started, I think it was like really nice. But now you see it's even hard to get like by walking. Yeah, by walking. Yeah. So it was full of like of tanks and artillery, and they're shooting from there, like straight there. I think it was tanks and artillery shooting. Je croyais qu'il y avait juste ça qui avait été détruit, mais quand on regarde bien, l'épaisseur du mur c'est depuis là à là quoi. C'est vénère. Ça devait être énorme. You can sit like there, they go like for picnic there and stuff like this. So it was like really beautiful. They said like this is I think the time when the road was still accessible, like the car to get up here. So yeah, his father did renovate this castle here. My grandfather. Yeah, he said like nobody cares now about this, not the country, not even because I don't know if they don't have money or something, I don't know. Cette forteresse témoigne des séquelles de la guerre de Bosnie. On se sent minuscule devant le poids de l'histoire face aux ravages de la guerre. Les vestiges délabrés résonnent comme des échos silencieux, rappelant la souffrance et la résilience d'une époque tourmentée. La tondeuse. Ah, c'est super bien tombé, regarde ça. Le gazon. Schnaps! Schnaps, ja! Rakia. Bitteschön. Dankeschön. Ce soir-là, j'ai vécu l'une des soirées les plus mémorables de ma vie. Autour d'un barbecue, je me suis essayé à d'autres langues que l'anglais, et c'était vraiment pas fameux. Ouais, mais Rakia, ville Totonzi. C'était Rakia. Voilà, na, le coup. Maintenant, je suis un vrai bosniaque. Sada sam pravi bosniak. Bosnanak. À travers ces lignes, je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers la famille d'Ado qui nous a accueillis avec une telle générosité et une bienveillance. Ado et Jana, votre impact sur moi est indéniable. Vous êtes une véritable source d'inspiration. Peu de personnes osent entreprendre le quart de ce que vous avez accompli. Je vous souhaite tout le courage nécessaire pour votre prochain long voyage. Et je suis convaincu que nos chemins se croiseront à nouveau. Merci pour tout et adieu Yakesh. Après avoir vidangé les réservoirs d'eau, nous avons mis le cap vers Sarajevo, la capitale de Bosnie. Sur les conseils avisés d'Oberlander, j'ai découvert un recoin surplombant la ville, à proximité du cœur battant de la cité. Et je dois vous avouer que la vue en vaut vraiment le détour.
Animés par une curiosité sans faille, nous nous sommes aventurés dans les rues, avides de ressentir l'ambiance si particulière d'une ville qui, il n'y a pas si longtemps, avait enduré des années de tourments. Il n'y a pas de doute, on est bien en Bosnie. Si je vous montre cette image. Si vous vous souvenez de vos cours d'histoire, Sarajevo devrait vous dire quelque chose. C'est ici qu'a été assassiné le 28 juin 1914 l'archiduc François Ferdinand, déclenchant un mois plus tard l'escalade de tensions qui mènera vers l'un des événements les plus tragiques et sanglants de l'histoire. Mais Sarajevo est aussi tristement célèbre pour le siège le plus long de l'histoire moderne qui aura duré presque 4 ans. En 1992, Sarajevo a été soumise à un blocus brutal par les forces serbes, coupant l'accès à la nourriture, aux médicaments et aux services essentiels. Plutôt que de prendre la ville, les forces serbes l'ont assiégée, la bombardant depuis les collines environnantes. Pour contourner le blocus, l'aéroport de Sarajevo a été réouvert le 22 juin 1992 grâce à l'intervention du président François Mitterrand, inaugurant ainsi un pont aérien humanitaire. L'aéroport a ensuite été géré par les Nations Unies pour faciliter le transport de cette dite aide. Explorer Sarajevo a été une expérience unique. Une immersion dans une ambiance que je n'avais jamais connue. De l'effervescence du bazar de Bacharchia aux accents ottomans, à l'omniprésence majestueuse des montagnes qui rappellent les jours sombres de la ville. Chaque recoin dégageait une atmosphère singulière. Si un jour vous passez par là, allez prendre le thé à la maison de thé de Girlo. Un homme très distingué, où la passion pour cet art se manifeste dans chacun de ses gestes. Sarajevo se révèle ainsi comme une capitale bien à part, où l'ambiance captivante vous emporte vers des horizons inexplorés, une expérience incomparable dans une cité autrefois meurtrie. En 1984, Sarajevo a accueilli les premiers Jeux Olympiques d'hiver jamais organisés dans un État communiste. Construite en béton et s'étendant sur 1300 mètres, la piste de bobsleigh achevée en 1982 comportait un total de 13 virages exigeants. Aujourd'hui, elle gît en ruine, rappelant l'éphémère splendeur et la tragédie qui est gravée dans cette ville. Ah, et on a aussi fait la rencontre de Jack, un Américain qui traînait dans le coin. Character unlocked. Hello everyone. On a donc décidé d'aller ensemble visiter Mostar, une ville au sud d'ici. Nice to be like a historian. That would be a cool job, although not a very high-paying one. Yep. Or writing like U.S. foreign policy analysis on the Middle East. Yeah. That would be interesting. How is the city behind you? It's fucking beautiful. Yeah, of course. Hope everything will be alright for you. and hope you the best. Thank you. It's a firework. Look. Oh yeah. Ce soir-là, nous avons décidé d'établir le campement en montagne et ce fut la pire idée. It's fucking windy out. La tente de toit a failli s'arracher, nous obligeant à la refermer et dormir entassés dans le van. Mais bon, la vue le lendemain était tellement parfaite. Donc rien que pour ça, ça valait le coup. Bienvenue à Mostar. On a l'air fatigué? Eh bien, c'est pas qu'une impression, après cette nuit tumultueuse. Mais il faut quand même que je vous raconte ce pourquoi cette ville est connue. En effet, c'est pour ce pont, le Stari Most, ou le vieux pont en bosnien. Apparemment, des courageux s'amusent à y sauter, mais comme il faisait froid, j'ai pas voulu y essayer. Quoi? Non, je vous rassure, c'est vraiment juste pour ça, hein. Bon, où en étions-nous? Ah oui, Mostar, tout ça.
Et c'est ainsi que ce bout d'aventure avec Jake se termine. C'est en lui disant au revoir que je me suis rendu compte, enfin, que j'étais en train de transformer mes rêves en souvenirs. Les paysages qui défilent devant nos yeux sont d'une telle beauté et le dépaysement qui commençait à frapper en arrivant en Bosnie est maintenant bien palpable. Peu importe où on allait, partout je commençais à ressentir un sentiment de nouvelle maison. Étant donné qu'on avait des impératifs en Grèce, on a dû faire des choix. Et l'un de ces choix a été de foncer vers l'Albanie. Donc, voici un résumé très rapide du Monténégro. On a traversé la frontière, été arrêté par des flics, dormi dans un hôtel chelou à Podgorica, vu un concert, constaté que malgré l'utilisation de l'euro, on a des frais de fou pour retirer, et les routes sont pas ouf. Clairement, faire caca au concert, c'est malade les filles. Ouais. Je lui ai dit bye, s'il me dit bye, c'est que c'est bon. C'était vraiment très facile, la frontière albanaise. Mais c'est tout. Notre voyage commence par une étrange découverte le long des routes albanaises. Des manoirs majestueux se dressaient, défiant toute logique. Qui les a construits et pourquoi? Le mystère plane et n'aura malheureusement pas de réponse. Ce périple nous mène ainsi à Tirana, la capitale vibrante de l'Albanie. Et ce qui frappe d'entrée de jeu, c'est son ambiance colorée et son énergie débordante. Derrière cette façade, les vestiges d'un régime communiste bien compliqué persistent. Laissez-moi donc vous parler d'Enver Hoxha. Après la Seconde Guerre mondiale, un mélange fatidique d'isolationnisme et de dictature a plongé ce petit pays des Balkans dans l'obscurité. Pendant 40 ans, Enver Hoxha a régné d'une main de fer, imposant des restrictions sévères à son peuple, en interdisant la religion, supprimant toute forme de culte et de croyance. Les déplacements ont été ainsi restreints, transformant l'Albanie en une forteresse hermétique. Et c'est en abolissant la propriété privée qu'il consolide son contrôle sur chacun des aspects de la vie des Albanais. Ce règne a laissé des cicatrices profondes dans le tissu social et économique de l'Albanie, en devenant le pays le plus pauvre et le plus restrictif de toute l'Europe, plongeant ses citoyens dans la misère et l'oppression. Le cas d'Enver Hoxha est véritablement unique au monde. C'est dans une paranoïa grandissante face à la menace d'une guerre nucléaire et des envahisseurs étrangers qu'il a ordonné la construction massive de bunkers à travers tout le pays. Plus de 200 000 bunkers, voire 700 000 selon certaines estimations, ont été érigés, créant un pays surréaliste d'acier et de béton. Aujourd'hui, ces bunkers témoignent silencieusement d'une ère révolue. Abandonnés et souvent inutilisés, ils restent comme des vestiges de l'obsession d'un homme et des sombres heures de l'histoire albanaise. Bon, je ne vais pas tergiverser, mais pour ceux qui veulent explorer de plus près les méandres de l'histoire albanaise, une visite aux bunkers 1 et 2 à Tirana s'impose. Ces complexes souterrains réaménagés offrent un aperçu fascinant du passé tumultueux de l'Albanie. À la mort de Hoxha, l'Albanie a pu enfin respirer et retrouver un semblant d'économie capitaliste comme on en retrouve un peu partout. Pas du tout! Heureux de pouvoir enfin s'acheter des voitures et des biens, ils n'y sont pas allés avec le dos de la cuillère, mais en empruntant la pire forme du capitalisme, c'est-à-dire la pyramide de Ponzi à l'échelle d'un pays entier, qui a conduit à une guerre civile en 1997 car le pays avait plus une thune et les gens avaient tout perdu. Bref, à Tirana, on a aussi fait la rencontre de Nicolas et Fan, un couple franco-chinois qui s'était rencontré en Russie. Ouais, improbable hein? Eh bien, attends la suite. Ensemble, ils ont eu un enfant qui possède un patronyme russe car né en Russie, a un passeport français et est libre d'aller en Chine comme il veut car ayant une mère chinoise. Quand il sera grand ce petit bout, ce sera vraiment le Mr. Worldwide. Après avoir fait un adieu émouvant à mon ancien portefeuille qui était dans un état déplorable, il est temps de dire adieu à ce portefeuille. Du coup, j'ai un portefeuille contrefait, c'était certifié en Turquie. Nous avons donc décidé de partir à la découverte du reste du pays. Pour cela, direction le sud, pour des températures encore plus agréables. Notre destination initiale était Gjirokastër, une ville chargée d'histoire. Mais on a décidé de faire un petit détour sur la côte avant de s'y rendre pour voir ceci.
Sur internet, on avait trouvé ce bunker, pas loin de Porto Palermo, où autrefois on y réparait des sous-marins. Malheureusement, on n'y verra que la gigantesque porte d'entrée, car étant pas renseigné, l'entrée était introuvable. Je me suis pété le doigt à cause du drone, ça m'apprendra à vouloir faire mon intéressant. Mais heureusement pour vous, des braves explorateurs s'y sont aventurés et nous ont livré quelques beaux clichés de ce qui s'y trouve. Et Gyrocaster dans tout ça? Eh bien en arrivant de nuit, on a pu apprécier le paysage uniquement le lendemain, en étant accueilli par un panorama montagneux pittoresque encadrant la ville, avec l'impossibilité de louper le fort imposant trônant au cœur de la cité. Bon, il faut admettre une chose, ils sont passés où tout le monde? Mais c'est vraiment spécial, alors tout est prêt, tout est éclairé, tout est décoré, tout est propre. Mais y'a personne. Peut-être est-ce la basse saison, mais janvier semble bien calme pour une ville qui attire normalement beaucoup plus de touristes. Au fait, je vous glisse cette info. Gyrocaster est la ville de naissance de Hoja. Je ne sais pas vraiment ce que vous allez en faire de cette information, mais je me suis dit que ça pourrait être intéressant à savoir. Donc, pour pas faire comme tout le monde, nous avons pris la direction d'un vieux pont qui est en fait un aqueduc construit au début du 19e siècle, comme partie intégrante d'un vaste complexe. Ces derniers approvisionnaient en eau les citernes du château depuis le mont Sopot, à 10 km de là, répondant ainsi à un besoin vital à Gyrocastra à l'époque. Bien que la majeure partie de l'aqueduc ait été démolie en 1932, cette section demeure accessible depuis Gyrocaster. Et apparemment, on n'était pas les seuls à apprécier le calme du lieu visiblement. La forteresse de Gyrocastra, perchée à 336 mètres d'altitude, est la plus grande d'Albanie, s'étendant sur 600 mètres de long et 70 de large. En 1932, une partie de la forteresse a été convertie en prison et a abrité des prisonniers politiques sous le régime communiste. Mais bon, ça, qui aurait pu le prévoir? J'ai une anecdote marrante à propos d'un avion, un Lockheed T-33 Shooting Star, qui a atterri en Albanie en 1957. À la base, c'était juste pour un simple entraînement. Après plusieurs semaines, le pilote est retourné aux États-Unis, mais l'avion est resté en Albanie. Mais les versions divergent, les Américains parlent d'un pilote perdu dans le brouillard, tandis que les Albanais évoquent l'interception d'un avion espion. L'avion devient un symbole de propagande. Pour les Américains, c'est un simple incident météorologique, mais pour le régime albanais, c'est une victoire contre l'impérialisme américain. Cette dualité souligne l'absurdité de la propagande et la subjectivité de l'interprétation de l'histoire. Mom, can we have Aldi? But we have Aldi at home. Ce jour-là, on a aussi fait la rencontre de Christoforos et Irini, avec qui on a fini par aller à un mini-festival de rock le soir même. Et étant donné que Christoforos est grec, bon, avec un nom pareil en même temps, difficile de le cacher, ils nous ont conseillé sur la future et dernière itinéraire du voyage, la Grèce. Alors bon, nous y voilà, le moment qui vous a emmené à cliquer sur cette vidéo. Cette partie va être un peu dure pour moi, car à partir d'ici, j'ai l'impression d'avoir perdu au jeu de la vie. Vous savez, ces moments où tu te crois invincible car t'es en train de te dépasser. Ce Mathias que je vois sur cette plage, encore rempli d'enthousiasme et d'entrain, j'ai envie de lui dire, fuis, reste pas là, rentre. Là, comme vous pouvez voir, le temps est magnifique. Et ça fait vraiment plaisir d'avoir enfin chaud et d'être en t-shirt. Ah, ça fait plaisir la van life des fois. J'ai pris ma première douche dans le van. Et je pense qu'au moment où la vidéo sortira, ce sera déjà 2024, donc bonne année. Bonne année, tu me le fais pas dire mon vieux. En arrivant ici, je me disais qu'enfin j'allais pouvoir me dépasser si proche des frontières de l'Asie. Expérimenter la vraie vie en van, voir de nouveaux horizons avec la liberté qu'offre un van aménagé. Mais vous savez, les leçons, on les apprend pas en fuyant. Et là, je vais avoir une bonne qui va me remettre tout en perspective. Vous savez, le genre de leçon qui vous change à jamais. À ce moment-là, on devait se rendre à Athènes pour les fêtes de fin d'année, car des proches, dont les parents de Yann et ma copine, devaient nous rejoindre pour fêter tout ça. Insouciant et sûr de soi, on s'est avancé dans Athènes sans connaître les moindres recoins, en y allant sans réfléchir dans le quartier d'Omonia. Là, les connaisseurs, vous allez me dire « Oh les cons !» Eh oui, on l'a fait. Voilà. La rue, elle est ghetto.
Honnêtement, j'avais jamais vu ça. Ça se piquait en pleine journée avec des résidus de seringues partout. Je pense que ça se passe de commentaires. Vous allez peut-être vous demander, mais que fait la police ? Eh bien, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé. Alors, gros quiproquo. Là, on est arrivé sur Athènes. Il y a Yann qui avait réservé une espèce d'hôtel dans un quartier à Athènes. Et moi, je devais normalement dormir avec lui une soirée pour ensuite aller faire de la Vine Life tout seul. Gros changement de programme. Parce qu'au final, on arrive, l'hôtel lui dit « Ah, un problème avec votre chambre, du coup, on vous a donné une autre. » Et il s'avère que dans cette chambre-là, il y avait qu'une place. J'ai été upgrade de ouf. Donc, j'ai dû me prendre une nuit d'hôtel alors que c'était pas prévu. Yann m'apprend que en fait ses parents arrivent à 18h demain, donc du coup je vais devoir aussi faire une deuxième nuit d'hôtel, mais l'hôtel lui a dit qu'il allait pouvoir récupérer son ancien hôtel. Et plot twist, on a lu les avis sur Booking, et là apparemment il faut enjamber des crackheads pour pouvoir accéder à la chambre. Ouais, je comprends pourquoi c'était pas cher. Et ouais, on commence à se garer, on regarde les alentours et on se dit ce quartier est un peu bizarre. Bon, on n'a pas vu ça un peu partout en Grèce, c'est peut-être comme ça à Athènes. Et donc on sort du van, on va voir un peu, et là, je recheck sur internet et on a trouvé un hôtel dans le pire quartier d'Athènes. Ce soir-là, je prenais tout à la rigolade, et on est donc rentrés chacun à son hôtel respectif jusqu'au lendemain matin, où je ferai beaucoup moins le fier. Un appel d'Yann m'a tiré de mon sommeil, la panique dans sa voix m'a glacé le sang, et le verdict tombe, le van a été cambriolé. Devant, il n'y avait pas trop de dégâts, et à l'arrière, c'est là qu'il y a tous les dégâts. On voit là le verre par terre, et il a foutu un boxon pas possible. Enfin, ils peuvent pas se contenter juste de voler, alors ils cassent tout. Par chance ou malchance, je ne sais pas, la dashcam est restée intacte, ce qui va nous permettre de faire l'autopsie de cette descente aux enfers. Avant de commencer, imaginez-vous la purge que ça a été pour moi de scruter presque une soirée de rush entière de vidéos, le son à fond pour tout comprendre, sachant que ce que je suis en train de regarder, c'est tous mes affaires qui sont en train d'être volées. Revenons depuis le début. Et il y a de la lumière, il est éclairé le van. Ce qu'on ne savait pas encore, c'est qu'on était déjà tombé nez à nez face aux voleurs. Il avait donc bien vu le logo sur notre van. 17h22, on décide de s'éloigner du van pour rejoindre nos hôtels respectifs. 23h26, le voleur commence à faire du repérage en regardant par la fenêtre ce qu'il y a à voler, et finit par faire une ronde pour inspecter les environs. Minuit 16. Las d'attendre, il perd patience et débute son œuvre en pleine lumière sous la caméra de sécurité. Il commence par vérifier s'il pouvait forcer la porte latérale, mais sans succès. Mécontent, il décide de partir pour éviter d'être grillé et revenir plus tard. 2h13. Cet énergumène revient pour achever son œuvre, et déterminé plus que jamais à ouvrir ce van, il est resté figé pendant plus d'une minute devant celui-ci. Il vérifie que personne n'est dans les environs et décide d'asséner le premier coup de pied dans la vitre latérale. Puis reste planté là pendant 1 minute, comme un chien figé devant ses excréments, et commence vraiment à perdre patience devant ses multiples échecs. Tel un rat devant son bout de fromage, il ne va pas lâcher l'affaire et commence à s'acharner. Voyant qu'il n'y arriverait pas avec de simples coups de pied, il enrobe une pierre dans un sac plastique et même avec ça, il galère comme un chien. Et là, comme à son habitude, il fait sa petite ronde en pleine lumière sous les caméras de l'hôtel. De toute façon, il risque quoi, hein ? Et malheureusement pour nous, c'est en s'acharnant sur la porte et après 4 tentatives qu'il réussit à casser la vitre avec la pierre. Puis, comme un animal en panique, il fait sa petite ronde pour vérifier que personne ne l'a entendu. Maintenant que la vitre du van est ouverte, il va chercher à ouvrir la porte, mais comme la poignée du van n'est pas facile d'accès, il va jamais réussir à l'ouvrir, cet imbécile. Au loin, il voit mon sac par terre à l'intérieur, emballé dans une bâche. Comme il est complètement débile et ne sait pas ouvrir la porte, il va le retirer par la vitre. Content de sa trouvaille, il va dissimuler son vol en poussant les morceaux de verre éclatés sous le van. Le sac étant vide, il a dû être dégoûté et revient pour cette fois-ci achever son œuvre.
Il décide une première fois d'entrer, mais manque de peu de se faire choper. Et regardez cette réaction, sans commentaire. 1 minute plus tard, il revient, et tel un gymnaste paralympique à la retraite, il parvient à rentrer à l'intérieur. Et ce fut le début de la fin pour nous. Il commence par fouiller l'avant, en s'éclairant en briquet, et manque de peu de foutre le feu au van. En témoignent les nombreuses traces de brûlure retrouvées un peu partout. Je vous rappelle que là, il est visible par tout le monde en se mettant ici. En face, c'est l'hôtel, et cet endroit est très exposé, mais ces gens ici sont en totale impunité. Le quartier d'Omonia est un quartier symptomatique des grandes villes occidentales. Au lieu de régler les problèmes, on les entasse tous dans un quartier au détriment des résidents. Et bien sûr, les flics n'y interviennent que très peu, préférant juste cadrer le quartier pour les empêcher de sortir. Après cet incident, on est plusieurs fois allé voir la police avec les images, pensant naïvement qu'ils allaient sortir les gyrophares et aller choper le mec. On est bien gentiment allé se faire voir. Et bien sûr, si tu tentes quoi que ce soit envers le voleur, c'est toi qui es dans la merde. La scène que tu vois actuellement a été accélérée 20 fois. Il est resté pratiquement 20 longues minutes à l'intérieur, en saccageant tout ce qu'il pouvait saccager. Mais tu te doutes bien que ça s'arrête pas là. Là, tu le vois partir avec mon drone et la casquette de Yann. Et comme si c'était pas assez, son appétence pour le vol l'a fait retourner en arrière. Il se rapproche du van, fouille un peu et sort le ukulélé de Yann, toujours par la fenêtre car Studio n'a toujours pas ouvert la porte. Et toi là, le jeune passant, tu sais que t'es passé à 2 doigts de nous sauver si seulement tu avais compris la situation. Mais ça ne l'a pourtant pas arrêté. Il continua d'extirper des choses par-ci par-là, sans se soucier des alentours, comme un enfant devant son cadeau de Noël. Et encore, le décret comme ça serait une insulte pour les enfants. Ceux-ci seront les dernières images du voleur, parti chargé comme une mule. Il y a une phrase célèbre de la SNCF qui dit « Un train peut en cacher un autre ». Je pense que là, on ne peut pas faire plus vrai. Étant donné que la vitre était brisée, de nombreux curieux s'y sont invités. La dashcam ne filmant pas l'arrière, on n'a aucune idée de comment ils ont pu prendre autant de choses. Vêtements, sacs, sous-vêtements, chaussures de randonnée, boîtes à chaussures remplies de matériel et même une échelle. Et vous savez quoi? Pour ceux qui seraient tentés de dire que ce ne sont que des miséreux, faut comprendre et tout, dites-vous que le frigo plein de nourriture fut la seule chose épargnée. Cela a duré toute la nuit jusqu'au petit matin où un dernier curieux jettera un ultime regard à l'intérieur. Complètement désemparés, nous avons essayé de chercher de l'aide auprès des assurances, de la police, de l'ambassade, mais personne ne pouvait nous aider. Vu que le véhicule était assuré au tiers, les vols ne sont donc pas inclus. La police a tout simplement ignoré, voire au mieux dit de filer le mec et de les appeler quand on l'aura trouvé. En gros, de faire leur taf quoi. Mais revenons aux réjouissances, car à Athènes, on n'a pas vécu que des mauvais moments. Les parents d'Yann arrivant le lendemain, cela a vraiment mis du baume au cœur de retrouver des visages familiers et d'avoir un premier soutien dans ces épreuves. Vous allez bien, madame Patricia? Très bien, il fait beau, tout va bien, dans le meilleur des mondes. On est en t-shirt. On est en t-shirt, la preuve. Sincèrement, merci. Nous avons essayé de mettre tout ça de côté le temps d'un instant pour visiter ce qu'il reste d'Athènes. Ville où autrefois la démocratie naquit et s'épanouit, brillait comme une grande puissance. Mais désormais, elle se profile comme l'ombre de son passé glorieux. Le Parthénon, majestueux dans son essence, se dresse au cœur de la cité, témoin muet de sa grandeur révolue. Ce n'est que plus tard que Chloé, ma copine, viendra à notre rencontre, et c'est à ce précieux moment que je pourrai enfin m'évader de cette réalité pesante. Excusez-moi, mademoiselle. T'es malade? Oui. Allez, vas-y. Tu manques pas comme ça. C'est moi qui viens de tousser, c'est toi qui es au bout de taille. J'avais choisi un hôtel charmant, un petit havre de paix, pour savourer pleinement les réjouissances de la fin d'année, comme en atteste ce superbe rooftop qui nous a permis d'entrer tous ensemble dans cette nouvelle année.
Puis, quelques jours plus tard, après le départ des parents d'Yann et nous cherchant à fuir l'agitation urbaine, nous avons décidé de nous échapper vers le sud de la Grèce. Après une réparation plus que sommaire de la vitre, nous avons accueilli les routes du sud comme une délivrance, et je crois sincèrement que j'ai jamais été aussi content de quitter une ville. Sur le chemin, en passant par la ville de Sparte, nous avons passé un salam à ce valeureux Léonidas, qui serait aussi malheureux que nous s'il voyait l'état de Sparte aujourd'hui. Pas ouf, hein. Oh, c'est pas mal quand même. La seule attraction de Sparte, quoi. Tu sais, c'est toujours une statue de Léonidas de plus qu'à la Réunion. Et qu'à Merlebac. Notre destination finale était Githio, le port antique de Sparte. Ce souffle de légèreté et de quiétude nous a enveloppés, même si les tracas persistants des réparations de notre ville brisée nous rattrapaient sans cesse. Les promenades le long du port avaient un charme particulier. Les voiles des bateaux dansaient au rythme des vents, tandis que le soleil dorait les façades des maisons blanchies à la chaux. Du poisson, on est là pour manger du poisson. Et toi, tu veux manger des poissons? Oui. Bon, on va voir ce phare. Oui, il est au bout. Il est comme moi, au bout. Ce qui est paradoxal avec la Grèce, c'est que tu sens à chacun de tes pas qu'une bonne partie de l'histoire s'est écrite là. Mais avec les décors disparus, j'ai du mal à me les représenter. Vous vous souvenez de ce que j'avais mentionné précédemment à propos d'Irénie de Christophoros, qui nous avait recommandé des lieux à découvrir? Eh bien, Irénie nous avait évoqué un endroit, Monemvasia, une cité antique dont le nom dérive du grec signifiant « unique chenal », a été fondée au 6e siècle par les habitants de Laconie, fuyant les invasions slaves. Au cours des siècles, elle a été le centre de lutte contre la peste, un important port commercial et un bastion stratégique disputé entre les Byzantins, Francs, Vénitiens, Ottomans et Grecs. Malgré les siècles, les pillages, les changements de contrôle, Monemvasia a maintenu son caractère unique et son riche patrimoine architectural. Si on n'avait pas fait ce bout de chemin supplémentaire en Grèce, je pense que je serais parti avec un mauvais a priori de ce pays. Et je comprends maintenant pourquoi beaucoup de gens aiment s'évader ici. Au départ de Chloé, il a fallu prendre une décision cruciale concernant la suite de notre voyage. Confrontés à une situation de plus en plus complexe, Yann et moi avons convenu qu'il était temps de faire demi-tour et d'explorer les derniers pays manquants des Balkans. Cependant, Carglass Athènes, bonjour, mandaté par notre assurance, a commencé à nous compliquer la tâche en repoussant continuellement la date de réparation de notre vitre pour finalement ne jamais la commander. Et le pare-brise retrouve sa solidité. Dans cette situation absurde, nous avons pris la décision de rentrer directement en France, après plus de 3 jours de route interminable et une vitre brisée tout du long. Le trajet consistait à passer par la Macédoine du Nord, puis la Serbie où on y savoure les meilleurs KFC, la Hongrie où nous avons été confondus avec Pablo Escobar apparemment, l'Autriche avec la nuit glaciale sous moins 10 degrés avec la fenêtre ouverte, puis l'Allemagne et pour finir la France. Et c'est ainsi que le projet Van Life prit fin. Donc voilà, c'était Yann et Mathias pour le projet Balthazar quand même. Vu que c'est 10% du projet, on va l'appeler le projet BA. Ouais, donc voilà, c'est donc le clap de fin pour le projet BA.